Dans cette vidéo, on va voir comment on peut déplacer un objet sans corps rigide. Ensuite, on va répondre au défi 1, comment l'objet peut monter et descendre en altitude en faisant des bonds. Le défi 2, on veut changer la rotation pour qu'elle soit inversée lorsque l'objet recule. Et pour le défi 3, on va vouloir modifier notre code pour que l'objet monte et descende en altitude, mais en s'inclinant, un peu comme le nez d'un avion. Pour commencer, dans Unity, il va falloir se créer un cube et un plan. Créer un cube avec 3D Object Cube et un plan avec Plane. On peut modifier les dimensions de notre plan pour avoir un plan avec un scale de 3 en X et en Z. Le cube, lui, on va le placer au centre, tout comme notre plan, mais on va le monter de 0.5 en Y pour qu'il soit à plat sur la surface. Quand on veut déplacer un cube dans l'onglet Scène, on a l'outil Move Tool qui nous permet de sélectionner l'axe, donc ici en X, je vais prendre la flèche rouge, je vais pouvoir déplacer mon objet sur l'axe des X. On va voir que la position change au niveau du transform dans l'inspecteur de l'objet. Même chose avec le Z et même chose avec le Y. Si jamais on veut déplacer l'objet, on va utiliser une méthode qui va venir modifier le transform, va modifier la position et va modifier la rotation de notre objet. Pour faire tourner mon objet gauche à droite, plutôt gauche vers la droite, on voit que la rotation doit se faire autour de l'axe des Y. C'est comme si on avait un poteau qui traversait l'objet de haut en bas, comme c'est le cas ici de la flèche verte, et on va tourner autour de cette flèche, donc autour de l'axe des Y. Ça, c'est une autre méthode. Donc la première méthode qu'on va utiliser, c'est Translate, et la deuxième méthode qu'on va utiliser, c'est Rotate, qui va permettre à l'objet de faire une rotation. Tout ça va se faire au niveau du code. Alors, dans le dossier Assets, on se crée un dossier script, et je vais me créer un C# script que je vais appeler Simple Control. Dans cette classe Simple Control, on va venir définir quelle touche on doit appuyer sur notre clavier pour que notre cube se déplace. Le fait d'appuyer une touche ou non sur notre clavier doit être vérifié à chaque instant dans notre jeu. Ça ne va pas se faire au void start, mais bien dans la méthode void update qui se fait à chaque fois qu'une image est montrée à l'écran. Plus un ordinateur est puissant, plus la méthode update va être exécutée souvent à chaque seconde. Pour commencer, il faut définir la vitesse à laquelle notre cube va se déplacer et dans quelle direction il va le faire. On va commencer par se créer des variables qu'on va mettre ici en Serialize Field. Ça permet d'avoir des valeurs privées qui vont être quand même accessibles et visibles dans Unity. Première chose, c'est de définir la vitesse avec laquelle notre cube va se déplacer. Ensuite, c'est de créer un vecteur 3 dans la direction pour définir la direction de notre mouvement. Par défaut, ce vecteur 3 va être un vecteur 3 nul. À chaque instant, on vérifie si la touche est enfoncée. Donc, si dans nos périphériques qui amènent l'information à notre ordinateur, donc des inputs, on appuie sur une touche, donc getKey, la touche en question, keycode, point, ici on va aller avec W pour commencer. Si cette touche est enfoncée, si la condition ici est vraie, puisque la méthode getKey retourne une valeur booléenne, soit vraie ou soit fausse, on va faire avancer notre objet. Mais avant, on va venir définir le vecteur direction pour écraser cette valeur qui était d'un vecteur 0, qui était donc 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. On va aller avec un vecteur forward qui met une valeur de 1 en Z pour que l'objet puisse se déplacer vers l'avant. On va faire la même chose avec la touche S, mais maintenant, on va changer le vecteur pour le vecteur back pour que ça puisse reculer. Plutôt que d'y aller avec exactement la même chose avec A et D pour aller à gauche et à droite, on va tout de suite aller définir un vecteur pour la rotation. La rotation se fait autour d'un vecteur vertical. Ici, encore une fois, on va le définir comme étant 0 par défaut. C'est quand on va appuyer. Donc, si on appuie, j'ai juste recopié-collé cette première partie du code. Maintenant, on va aller dans la rotation. Le vecteur qui permet de faire une rotation vers la gauche sera un vecteur qui pointe vers le bas. On colle encore pour la touche D qui va permettre de tourner vers la droite avec un vecteur up. Ces deux vecteurs direction et rotation me permettent de faire la transformation pour venir modifier la position de mon objet avec la méthode Translate
et la méthode rotate. Donc la méthode translate demande un vecteur 3 qui serait direction, auquel je multiplie la vitesse, et time.deltaTime pour venir uniformiser la vitesse de mes objets, peu importe la puissance de l'ordinateur. Parce que plus un ordinateur est puissant, plus la méthode update va se faire souvent dans un court laps de temps. C'est-à-dire que ici, notre objet va se déplacer, va subir translate plusieurs fois, mais comme la variation de temps entre deux updates pour un ordinateur puissant, cette valeur-là est petite, mais ça va faire plusieurs déplacements petits. Si mon ordinateur est moins puissant, update va se faire moins souvent à chaque instant, donc va faire moins de déplacements, moins souvent translate va être exécuté, mais comme la variation de temps entre deux updates va être plus grande, ces déplacements-là vont donc être plus grands. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en faisant une multiplication par time delta time à l'intérieur de cette méthode, on vient normaliser le déplacement. Peu importe l'ordinateur, l'objet va se déplacer à la même vitesse. On fait la même méthode ici, presque la même méthode, sauf que là, on utilise rotate, puisqu'on veut faire la rotation. On va utiliser le vecteur rotation qu'on va multiplier par la vitesse et par time delta time. Habituellement, on va changer la vitesse pour que la vitesse de rotation soit plus grande, pour que le mouvement soit plus réaliste, pour que la rotation soit assez vite par rapport à la translation. Mais on n'utilisera pas cette façon de faire. Donc, je vous montre ce qu'on avait fait initialement en classe. On avait utilisé input-getKey, qui est une méthode qui permet d'aller chercher l'information, est-ce que la touche, elle a été enfoncée? Si oui, cette valeur-là est vraie, ce qui fait en sorte qu'on exécute le code qui est à l'intérieur des accolades. Maintenant, on va utiliser une autre façon de faire, et on va utiliser getAxis. Donc, on va aller chercher une valeur sur un axe horizontal et sur l'axe vertical. Toute cette façon de faire, je vais la mettre de côté, et on va se créer une variable axe vertical et une variable axe horizontal. Ces valeurs vont être de type float, et axe H. La méthode getAxis permet d'aller chercher l'information par rapport à un axe. Les touches du clavier qui sont associées à l'axe vertical sont les touches W et S, ou la flèche d'en haut ou la flèche du bas. On peut aussi utiliser un joystick d'une manette qui serait branché à l'ordinateur. Donc, appuyer sur le joystick pour le forcer à aller vers le haut ou vers le bas va nous donner des valeurs allant de 1 jusqu'à -1. Ça va nous donner des valeurs intermédiaires également. C'est-à-dire, contrairement à getKey, si on appuie, ça donne 1, si on n'appuie pas, ça donne 0. Ici, quand j'appuie, ça va progressivement aller chercher la valeur de 1 ou progressivement aller chercher la valeur de -1, dépendamment si j'appuie sur W ou sur S. Donc, prenons S. Si je veux reculer, j'appuie sur cette touche. La valeur au départ va être de -0.000 quelque chose et va aller jusqu'à -1 très rapidement. Avec un joystick, on a la possibilité de jouer sur la sensibilité, et on a la possibilité aussi de plus ou moins baisser le joystick ou de plus ou moins le monter. Ce qui fait en sorte qu'on peut aller chercher des valeurs intermédiaires et ne pas avoir complètement 1 ou complètement -1. Quand on relâche le joystick, celui-ci se replace à la position initiale et on a la valeur 0. Toute cette méthode me permet d'avoir une valeur qui va être de 0 à 1 ou de 0 à -1. Même chose pour l'axe horizontal, il suffit de noter horizontal à l'intérieur des parenthèses comme argument. Le principe maintenant, si on va vers la gauche, c'est les négatifs, et si on va vers la droite, c'est les positifs. Même chose avec les touches du clavier. Comme je vous ai dit plus tôt, quand on utilisait getKey, cette méthode retournait une valeur booléenne. Si on appuyait sur la touche qui est mentionnée ici, tout ça nous retournait une valeur de vrai. Si on n'appuie pas sur la touche W, tout ça nous redonne la valeur de faux. Ce qui fait qu'on pouvait l'utiliser dans une condition if. Quand on utilise la méthode getAxis, ça retourne une valeur float. Donc cette valeur va être enregistrée dans une variable de type float. Ici, un exemple de ce qu'on a fait précédemment, on a une condition if qui vérifie si on appuie sur la touche W. Si on appuie sur cette touche, le code qui est à l'intérieur des accolades va être exécuté. Dans le cas de getAxis, on va enregistrer la valeur de type float dans une variable. On revient à Visual Studio. Ce qu'on va faire, c'est utiliser la méthode getAxis avec l'axe vertical pour axe V et l'axe horizontal pour l'axe H. Ce nom qu'on a donné à l'axe, qui est vertical ici, qui sert d'argument pour getAxis, on peut le retrouver quand on va dans Unity, dans Edit, Project Settings, vous avez le Input Manager, puis on peut déployer en appuyant sur le petit triangle. Même chose pour horizontal et vertical, donc on arrive ici, on veut avoir les informations par rapport à l'axe horizontal, on sait que son nom c'est horizontal avec un H majuscule, on sait qu'on peut faire appel à cet axe horizontal en appuyant sur les touches gauche et droite, ou encore, dans l'alternative A
D. On peut aussi avoir accès à un joystick pour pouvoir varier la valeur qui est retournée par quel axis. Même principe avec l'axe vertical. C'est donc dans cette fenêtre que vous pouvez modifier des informations. Si vous voulez modifier le nom de votre axe, ça peut se faire là-bas. Moi, j'ai pas modifié le nom de l'axe, j'ai pris tel quel, vertical et horizontal. Une fois qu'on a cette valeur de axe V ou axe H, on n'a plus besoin d'aller vérifier si j'appuie sur W, A, S ou D. Donc ça, je peux le supprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser les vecteurs direction et rotation, on va utiliser le vecteur forward pour aller de l'avant vers l'arrière, donc faire la translation, mais on va le multiplier par la valeur de notre axe vertical. C'est-à-dire que si j'appuie sur W, la valeur va être positive, donc le déplacement va se faire vers l'avant. Si j'appuie sur S, la valeur va être négative et le vecteur forward, qui est avec une valeur de 1 en Z, va devenir négatif, donc moins 1, ou une valeur négative, dépendamment de la valeur que axe V va prendre. Axe V peut aller de moins 1 jusqu'à 0, et de 0 jusqu'à 1 avec des valeurs décimales. Ce vecteur-là peut donc être avec une valeur négative qui va vers l'arrière. C'est-à-dire, si j'appuie sur W, mon objet va avoir une valeur positive ici et va se déplacer vers l'avant. Si j'appuie sur S, l'axe V ici va avoir une valeur négative, ce qui va faire en sorte que mon objet va se déplacer vers l'arrière. Je fais la même chose pour la rotation, à la différence que je vais utiliser le vecteur up et multiplier maintenant par axe H. Même principe, si cette valeur est négative, ça va faire comme si j'avais le vecteur down, donc ça va me faire tourner vers la gauche. Et si la valeur est positive, ben ça utilise le vecteur up pour faire ma rotation vers la droite. Pour faire la distinction entre tourner à gauche ou tourner à droite, l'axe vertical ici, up, il faut s'imaginer en train de pointer vers le haut, regarder où on pointe, et tourner dans le sens anti-horaire. Si je pointe vers le haut et que je tourne dans le sens anti-horaire, on va voir que les épaules vont vouloir tourner vers la droite, ce qui fait un déplacement de rotation vers la droite. Si j'ai le vecteur down, je vais pointer vers le bas et en regardant où je pointe, je vais essayer de faire un tour dans le sens anti-horaire. On va voir que les épaules vont vouloir se déplacer vers la gauche. Dans le cas où j'ai un vecteur up, une valeur positive ici, me ferait tourner vers la droite. Si j'ai le vecteur up, mais que cette valeur-là est négative, ça va me faire une rotation vers la gauche. On peut donc enlever les vecteurs que j'avais définis au départ ici. Tout ce qui va nous rester, c'est les floats, speed, axe V et axe H. On peut également modifier speed ici pour avoir translation speed et rotation speed, qui va être différente et qu'on va définir en haut comme étant à 100 floats. Puis on peut renommer, si on veut, celui-là pour translation speed. Et voilà. Avec ce simple code, vous allez pouvoir déplacer votre cube. Donc dans Unity, on peut cliquer, glisser Simple Control sur cube. Je vérifie que mon code est bien là. Oui. Je peux avoir accès aux valeurs même si elles sont privées. Quand je vais faire play et que je vais appuyer sur les touches de mon clavier, donc W, on voit que l'objet va se déplacer vers l'avant et que la valeur axe V va progressivement aller à -1 si je recule ou à 1 si j'avance. Même chose pour la rotation, si je vais vers la gauche ou vers la droite, on voit que les valeurs vont aller de -1 jusqu'à 1 en passant par des valeurs intermédiaires. Mais ça se fait assez vite. Cette façon de faire permet de se déplacer de façon plus fluide. On voit que l'objet a une légère accélération, donc c'est un petit peu plus réaliste de partir d'une position avec une vitesse nulle, d'aller commencer à avancer, progressivement aller chercher sa pleine vitesse. Donc c'est plus réaliste que de tout simplement tout de suite aller à plein régime d'un côté ou de l'autre. Donc ce déplacement est un petit peu plus réaliste que l'autre.